Nouvelle semaine, nouvelle voiture, vous êtes sur les dingueries du cœur. On va aider une personne qui a un problème avec une voiture qui n'avance plus. Avant ça, je vais prendre quelques instants pour répondre à des questions que vous me posez et vous êtes nombreux à me poser les mêmes questions. La servante est à venir chercher au garage directement. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit comme quoi c'était contraignant de venir chercher parce que des fois ça fait 800 ou 900 km, c'est un peu long, ça fait 1800 km aller-retour. Je peux comprendre. Deux solutions, soit vous pouvez venir directement chercher la servante au garage, on passera un bon moment ensemble, on boira un coup et puis on mangera quelques sucreries, ou alors j'ai trouvé un transporteur qui va pouvoir te rapporter directement la servante en un seul morceau et avec tous les outils à leur place sans avoir fait des roulés-boulés dans le fourgon. Et avec l'avancée du concours, peut-être qu'elle sera chez toi sous ton sapin pour Noël. Et oui, tu l'as bien entendu, on est sur la dernière ligne droite des t-shirts. N'hésite pas si tu n'as pas le tien, lesdingueriesdunord.com. Premièrement, tu me montres ton soutien, tu mets un petit peu ta pierre à l'édifice, tu aides chaque semaine les gens, ces gens qui en ont besoin, qui travaillent et qui n'ont pas les moyens à la fin du mois de réparer leur véhicule. C'est un petit coup de pouce en même temps à la chaîne et tout l'argent, je le répète, mais tout l'argent sera réinvesti pour d'autres émissions. Donc maintenant, vous faites aussi partie du concept. Et deuxièmement, comme c'est la première série de t-shirts, j'avais envie de marquer le coup et donc grâce à l'achat de ce t-shirt, tu participes automatiquement au tirage au sort de cette magnifique servante Craftwork avec, pour rappel, des outils de qualité professionnelle d'une valeur de 4500 €. Sans compter le tiroir à bonbons, bon, je vais pas te mentir, il y a 3-4 harlequins en moins. Ça se voit ou pas? Dernier petit détail, on est en rupture de stock de grande taille. Donc pas d'inquiétude, c'est en réapprovisionnement. Je vais y arriver. Mais pour l'instant, ils ne peuvent pas être envoyés. Donc si tu fais du 4XL, pour l'instant, c'est stand-by. Ça arrive très vite, je fais en sorte que tu l'aies pour Noël. Ceci étant dit, il est temps de retrouver Dorian avec sa Seat Leon qui a priori n'avance plus. Let's go! Dorian arrive à pied aujourd'hui, pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que sa voiture elle est en panne, elle avance plus du tout. Ça patine quand on veut mettre la première, la deuxième et elle ne bouge pas d'un poil. Il est venu précédemment au garage pour me faire un devis et on a fait un devis pour disque d'embrayage et dépose-repose de boîte de vitesse. Salut! Salut, ça va? Moi c'est Dorian, je suis coach sportif dans la vie. C'est génial ça! Coach sportif en salle, en... Je fais un petit peu partout, à domicile, en salle, voilà quoi. Ça marche bien? Ça marche plutôt bien, après il y a beaucoup de concurrence aussi, franchement aujourd'hui avec les réseaux, tout ça c'est un peu plus restreint, mais en vrai ça se fait. D'accord. C'est quoi les prestations que tu préfères faire? T'as une personne qui veut maigrir, t'as une personne qui veut se muscler, t'as une personne qui veut juste se structurer, mais tu vois, faut vraiment avoir le truc du client, le truc qu'il a en tête, quoi. Bah en vrai, clairement, j'aime bien aider un petit peu tout le monde. Après, s'il fallait vraiment choisir quelque chose, j'aime bien un petit peu tout ce qui est la perte de poids, ce genre de choses, quoi. Aider les gens à reprendre confiance un petit peu, c'est ce que je préfère faire. Bah voilà, je prends à kiff à me lever et puis à me dire, ok, bah aujourd'hui je vais aider telle personne. Chacun a un objectif, mais que la personne vienne te voir, qu'elle kiffe le moment présent, bah après elle repart avec le sourire, alors qu'elle a peut-être passé une journée de merde, bah clairement ça me rend super heureux déjà de faire ça et franchement c'est un super kiff. Est-ce que tu as des trucs un peu, des fois je veux faire du sport pour une toute autre raison, j'essaye d'arrêter de fumer ou de boire et je veux faire du sport pour compenser, t'as déjà eu ça? Si, c'est déjà arrivé plein de fois, ça Ah ouais? Surtout en courant, salle alors. ou ce genre de choses, en vrai c'est plutôt courant, ouais, carrément. D'accord. Le but c'est vraiment qu'on soit là aussi pour les aider et qu'ils ne passent pas sur le mauvais côté, quoi. Super, donc là t'es en société, t'es en micro, t'as ton compte? Bah là du coup je suis en micro, juste avant j'ai travaillé dans un club pendant 6 ans. Et puis bah là j'ai voulu me lancer tout seul à mon compte, donc du coup... Ça fait longtemps? Ah là ça fait seulement depuis cette année en vrai. Donc, ah oui, quelques mois. C'est très récent. Non plus. D'accord. Ouais. Ah oui, donc forcément le temps de faire sa clientèle, etc. Oui. Bah, etc. surtout dans le coin, parce que j'étais dans l'Oise, donc du coup ça se déplace un petit peu. Donc là je suis plus du secteur de Chauny, Saint-Quentin, tout ça quoi. 02 donc. Ouais, 02. C'est un petit truc qui démarre. Ça paye, mais voilà, le temps de faire le truc, du coup, tu manges un peu des pâtes et des patates. Des bonnes patates bien cuites. Des bonnes patates bien cuites. Bah, c'est la saison des raclettes. Et à un moment donné, on est bien dans les patates, non? Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une personne qui a du courage pour ouvrir une micro dans cette société qui est assez compliquée. Donc, je le félicite de voir qu'il y a encore des jeunes qui ont de la gouache, qui ont envie, quoi. Qui sont pas là dans leur canapé à se dire, ouais, papa, maman, ils vont me payer tout. Une passion dans la vie? À part le sport, je suppose que le sport est une grande passion. Une passion particulière, j'en ai pas vraiment. Après, je fais du taijitsu depuis que je suis tout petit, donc c'est un sport de self-défense. Explique un petit peu, c'est comme du judo ou du karaté? Oui, c'est un petit mélange de karaté, judo. Et donc ça vient d'où? Ça vient d'où? Bonne question.
Ah. En vrai, c'est tous les sports japonais, ça vient du Japon en vrai. Tu connais la différence peut-être entre le judo, le karaté et ce Justement, sport-là? le judo par exemple, c'est quelque chose où il y a des compétitions, c'est plus sur des chutes, Ouais. admettons. Alors que le taijitsu, c'est sur la self-défense. Donc en fait, c'est une attaque, admettons, par un couteau, admettons, ou par tout simplement un coup de poing qui arrive. Bah, qu'est-ce qu'on fait directement? Ah oui, c'est rien à voir. Là, c'est vraiment clac clac, c'est vraiment avec les bras plutôt où vraiment t'arrêtes. Il y a même des techniques de judo. En fait, c'est un petit mélange d'un petit peu tout. Ouais. D'accord. Tu pratiques souvent ou c'est une passion? C'est 2 fois dans la semaine. Ah oui, quand même. Bah, ouais. Deux fois dans la semaine, faut les trouver les 2 fois dans la semaine. Ouais, temps, c'est hein. clair. Après, je fais ça depuis que j'ai vraiment 5 ans, donc en vrai, Ah ouais, ça fait déjà un moment. 5 ans? Ouais. Alors, la question qui me vient, là je bug un peu, mais la question qui me vient c'est, à 5 ans, c'est tes parents qui t'ont mis là-dedans ou c'est réellement toi qui dis « Ah, je veux faire ça » Alors en fait, moi je voulais plutôt faire du foot. Je me suis lancé sur 1 an de foot et après mon père m'a dit qu'il fallait pas continuer le foot. Alors, je sais pas si c'est parce que j'étais nul ou quoi, mais donc du coup, bref, il m'a orienté vers le taijutsu et en vrai, j'ai plutôt kiffé et j'ai fait ça depuis toujours. C'est beau, hein? Franchement, c'est beau. Le taijitsu, je connaissais de nom, mais je savais pas exactement ce que c'était. Et quand Dorian me dit ce que c'est réellement, je me dis, mais depuis 5 ans tu en fais, mais c'est limite une passion depuis toujours. Ça montre la persévérance et surtout ne rien lâcher dans la vie. On aime quelque chose, on veut le faire et on le fait et puis on s'en donne les moyens. Tu nous amènes une belle, la dépanneuse nous a rapporté une belle Seat Leon. C'est ça. Elle est jolie, hein? Elle est propre. Elle est très belle. Donc là, explique-moi un petit peu les conditions de la panne, comment ça s'est produit. Alors en fait, pour t'expliquer, j'étais sur l'entrée d'une voie rapide. Ouais. Donc je commence à accélérer. Je passe les vitesses, si tu veux, sauf que le moteur, on voit que ça monte dans les tours. Ouais. Mais par contre, impossible d'avancer quoi. Ah donc le moteur part et ta voiture ne répond pas forcément aux conditions du moteur. C'est ça. D'accord, tout à fait. Donc a priori, soit un problème entre l'accouplement de ton moteur et de ta boîte, donc l'embrayage ou le volant moteur si c'est un bimas. Et donc du coup, de ce fait-là, dépanneur, allô, dépannage. Dépanneur, j'appelle direct, je fais confiance à la marque on va dire, donc j'ai tout de suite voulu aller chez le garage constructeur. J'ai peur de ce que tu vas me dire. Là tu me dis, je veux faire confiance à la marque. Si t'es là aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un problème entre les deux. Ouais, c'est ça. En fait, c'est parce que simplement, moi, je pouvais pas permettre non plus le prix qu'il m'a annoncé. D'accord. En gros, c'était pas loin de 1 800 € au niveau du prix. Donc pour quelle prestation on est bien? Changement d'embrayage. Embrayage. C'est ça. Il faut payer les locaux, on va pas se mentir, mais... et puis il y a des gars derrière, mais bon. Aujourd'hui, les voitures, ça coûte cher. Ça coûte clairement trop cher. Mais bon, pas le choix, faut faire les frais, donc du coup... on les fait. Alors 1 800 € ça peut être valable sur, entre guillemets, ça peut être valable, ça revient un grand mot, sur des véhicules où vraiment il y a beaucoup de main d'œuvre. Ouais. Dans le sens où là-dessus c'est un essence, l'embrayage bon il vaut un certain prix, mais la main d'œuvre, t'as pas le même taux de main d'œuvre, t'as pas le même nombre d'heures de main d'œuvre que sur un gros diesel où il y a énormément d'électronique, donc tu as la boîte de vitesse et tu as plein d'électronique autour. Donc cette électronique, tu es obligé plus ou moins de l'enlever pour faire de la place. Donc ça te prend du temps. Là, un essence de cette année-là, c'est pas que ça va vite, mais c'est beaucoup plus simple à faire. Je pense que je connais pas le nombre d'heures qu'ils ont mis, mais 1 800 €, bon après il faut prendre le parti que en général les concessions ont des taux horaires très élevés. Donc bon, oui, voilà. Qui joue. Mais t'as fait d'autres devis ailleurs? J'ai fait d'autres devis d'ailleurs chez Renault. Renault, agent, concession? En concession, ouais. Concession. Et là, pareil, il me sortait un prix quand même qui était en dessous de Seat, mais qui était toujours au-dessus de ce que je pouvais faire. T'es pas loin des 1200 €. Donc, 1200 €, ok. Suite à de nombreux devis que j'ai fait à droite à gauche, je me dirige plutôt vers Seb du coup pour faire les réparations, parce qu'il était carrément moins cher que les autres, donc du coup c'était plus logique pour moi d'aller ici en tout cas. Donc ça fait un mois qu'elle est plus ou moins en panne. C'est ça. Donc tu as cherché vraiment le garage un peu entre guillemets qui sera au mieux pour tes économies on va dire. Ouais, c'est ça. Et moi ce qui m'a interloqué c'est que tu m'as demandé si tu pouvais régler en 2-3 fois, même en 3 ou 4 fois, enfin en plusieurs fois quoi. Et donc d'où le fait que je t'ai proposé l'émission parce que je me suis dit bon c'est qu'il n'y a pas beaucoup de finances derrière. C'est ça. Seb m'a proposé de le faire en vidéo et moi j'ai trouvé ça l'idée plutôt cool à faire. Ça peut au moins montrer l'implication, la réparation, comment ça se passe. C'est super intéressant en vrai de le voir. Dorian accepte de faire l'émission. Je suis vraiment en doute sur le fait qu'il connaisse ou non le concept de l'émission. Pour lui, c'est juste des vidéos. Donc, il risque d'avoir des bonnes surprises à la fin. Donc, c'est compliqué les fins de mois? C'est toujours un peu compliqué. Après, on arrive toujours franchement à s'en sortir. Mais là, c'est une grosse dépense qui arrive d'un seul coup qui n'était pas forcément prévue. Donc, du coup, on préfère l'étaler, on va dire. En plus, ça, j'avais des dépenses à prévoir. De base, j'avais disques, plaquettes et pneus à faire. À l'avant? À l'avant, ouais. Et donc, du coup, c'est vrai que ça faisait une bonne grosse somme d'un coup et je pouvais pas trop me le permettre. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai dû mettre en stand-by cette
réparation pour pouvoir prioriser et puis va faire l'embrayage. La défense sur l'embrayage quoi du coup. Ouais. Ah, parce que des pneus en 17 pouces, en 225, 45, 17, bon c'est courant, donc ça va, c'est pas non plus c'est pas les gros boudins, mais c'est vrai que c'est quand même une somme quand on met de la bonne qualité, puis surtout les disques et plaquettes, c'est pas juste les plaquettes, c'est les disques, donc tout de suite ça monte la facture. Et encore heureux que j'ai de la chance aujourd'hui que ma compagne m'a prêté sa voiture parce que clairement sinon je pourrais pas faire les allers-retours. Et il fallait vraiment que je trouve quelqu'un du coup pour pouvoir faire les réparations. C'est là où Seb était la meilleure option quoi du coup. Donc a priori ça serait un embrayage ou un volant moteur. Maintenant ce que je te propose c'est d'aller voir à l'intérieur pour que je puisse tester un peu l'effet que ça fait. Vas-y, ça marche. Allez, je te laisse passer en passager. Allez. Alors, moi ce que j'aime bien avec ces moteurs-là, les TSI, c'est que ils sont très silencieux. Ouais. Le moteur est tournant, on a l'impression qu'il n'y a pas de moteur. Ouais, c'est vrai. Alors, première. Verdict. Voilà. Elle avance pas. Ah, elle avance pas. T'as eu le petit bruit? Ouais. Rien du tout, hein. Là, je suis en 4ème, elle est censée donner un à-coup ou caler. Puis marche arrière. Aucune réaction. Là, la pédale, y a pas de problème. J'essaye la voiture et là je vois quoi? L'embrayage, il ne sert plus à rien. Les vitesses passent convenablement, sans craquer, sans rien, mais aucune réaction de la voiture, elle n'avance pas d'1 millimètre. Donc là on a de grandes chances que ce soit l'embrayage qui soit complètement flingué, ou alors peut-être aussi le volant moteur, les caoutchoucs qui se soient détériorés et donc le volant tourne dans le vide. Mais a priori là-dessus pour moi c'est pas un volant bimasse, donc à voir. En plus Seb il passe les vitesses et là je me dis wow, ça va être compliqué quoi. Et encore heureux que j'ai pu me garer sur un parking en pleine voie rapide. Parce que si je me retrouvais au milieu de, je sais pas, d'un rond-point peut-être, une intersection ou même, je sais pas, peut-être en plein Paris, enfin peu importe, là où on stresse un petit peu, on aurait pu me rentrer dedans, enfin clairement c'était quand même dangereux quoi. Là au moins tu risques pas de caler. Ah bah ça c'est clair. Bon t'avances pas non plus du coup. Non c'est clair. Donc ouais, vraiment rien du tout, c'est fou. Bah écoute, nickel, je vais regarder ça, hop. Bah écoute, je vais faire ton embrayage. En fait, à la dépose de la boîte de vitesse, je vais avoir visu sur l'embrayage. Si lui il est usé, bon bah pas trop de doute, c'est lui. Si après il est usé mais pas trop, c'est que peut-être il y a un élément derrière qui déconne comme peut-être le volant moteur. Ouais. S'il est en bimasse, parce que s'il est en dur, en simple, il n'y a pas de raison qu'il soit défaillant. Mais je pense que c'est quand même ton embrayage, vu les symptômes qui sont. Donc on voit ça, je te tiens au courant. Et puis surtout, je t'appelle quand j'ai fini ton véhicule et puis pour que tu puisses le récupérer. Ouais. À bientôt. Bah merci. J'attends l'appel de Seb avec impatience en vrai. À partir du moment où il m'a appelé, je vais me dire oh ça y est, enfin je vais pouvoir récupérer ma voiture et puis reprendre tout simplement mon train de vie habituel. Bon là je pense que j'ai une bonne voiture et surtout une bonne panne à résoudre. On va pas se mentir, je pense que c'est l'embrayage ou le volant moteur, donc ça va pas être trop compliqué, il suffit de démonter la boîte, mais j'ai hâte de voir la tête de l'embrayage. Bon, voiture sur le pont. Je vais m'atteler au démontage de la boîte de vitesse parce que là, il n'y a pas trop de doute. On est sur un embrayage ou un volant moteur s'il est bimasse. Et je vais pas te mentir, je suis un peu pressé de voir l'intérieur de cette cloche d'embrayage parce que l'embrayage doit pas être beau. On est sur un beau moteur 1,2 litre TSI, donc un 4 cylindres essence. Donc comment te dire qu'en général, les essences, il y a un peu de place autour. Là, ce que je peux voir, c'est qu'on a une boîte de vitesse qui est déjà visible, il y a quelques bricolards tirés au-dessus, mais franchement, par rapport à d'autres véhicules diesel, par exemple, où il y a énormément d'électronique, forcément beaucoup de choses sur la boîte de vitesse, donc beaucoup plus de main d'œuvre. Bon là, quand même, il y a un gros système de refroidissement, il y a des durites partout, des durites de refroidissement qui vont du radiateur de chauffage dans l'habitacle jusqu'au boîtier d'eau, et là, il y a une araignée de durites. Bon là, je vais lever la voiture, enlever la plaque, les roues, et après, je vais m'atteler au démontage des transmissions, des arbres de transmission. Allez, c'est parti. Bon là je suis obligé de m'arrêter. Quand je vois ça, le pneu, il est dans un état, je crois qu'il a pris un bon trottoir là. C'est même plus un trottoir là, c'est... Oh lolo. Il est de 2023, il est pas vieux pourtant mais... Dorian il pourrait avoir une hernie sur le pneu, sur le flanc du pneu. Le pneu pourrait exploser, mais même juste comme ça, sans hernie, là, il est tellement bouffé. Moi, j'aurais peur de rouler avec ça, franchement. De toute façon, ils sont aux témoins, j'ai envie de dire. Donc bon, ils ont fait leur temps. C'est à remplacer. Disque, plaquettes, on regardera quand la roue sera déposée, mais il y a une petite cote. Et a priori, les plaquettes sont en fin de vie aussi. Bon, ça, c'était aussi prévu par Dorian. Et après, oh lolo, l'amortisseur, c'est pas mieux. Il fuit.
Donc l'amortisseur il est mort. Donc un peu de frais à faire. Franchement, pour une voiture de 150 000 km, je suis un peu surpris quand même. Alors oui, les pneus c'est du consommable, disque et plaquettes consommable. Après les amortisseurs à 150 000, ça me choque un petit peu quoi. Comme l'embrayage d'ailleurs. 150 000 c'est pas énorme. Ouais, je continue de lever et j'enlève la plaque et puis on va voir le dessous du moteur. Bon, le moteur a l'air plutôt sec. Ah oui. Il est très sec. C'est vrai qu'on voit bien la couleur de l'alu du moteur. On a une petite plaque qui, encore une fois, ne fait pas tout le dessous du moteur. On se demande à quoi elle sert d'ailleurs, parce qu'elle fait même pas le carter inférieur. Elle protège le radiateur. Franchement, le véhicule est très propre. On a un moteur et une boîte de vitesse qui sont sains, sans fuite apparente. Oh, c'est beau. Là, on a le beau turbo. Alors, c'est marrant parce qu'ils sont tout petits là-dessus. Et ce qui est bizarre, c'est que le collecteur d'échappement, il est interne à la culasse. Ça fait très bizarre de voir juste une sortie sortir et la culasse qui forme, on voit une petite bosse, tu vois là, qui forme le collecteur. C'est très bizarre. Magique. C'est du magique. Hop. Chez Seat, on a peur que les plaques tombent. Donc, on met 1, 2, 3, 4 vis. 4 vis à 25 cm d'écart. Hop là. Alors là, l'avantage de ces véhicules-là, c'est qu'ici, on n'a pas la traverse qui pourrait nous gêner comme chez Renault. Chez Renault, on a une belle traverse ici. Donc pour sortir la boîte, faut sortir la traverse. Pour sortir la traverse, sauf sur certains véhicules où c'est des demi-traverse, faut sortir la partie avant, donc ça forme un U qui supporte les radiateurs et donc c'est encore du démontage parce que le bas du pare-choc, t'as bien compris qu'il allait sur cette traverse, donc tu enlèves le pare-choc, la traverse, tu maintiens les deux radiateurs de clim, refroidissement, les ventilateurs, etc. Tu les maintiens pour pas qu'ils tombent et après seulement tu enlèves la traverse pour seulement enlever la boîte de vitesse. Sans commentaire. J'enlève les roues et je m'attelle aux transmissions. Et encore une fois, la simplicité de Seat d'avoir fait des rotules de triangle qui s'enlèvent avec 3 petits écrous. Franchement, rien de plus simple. Hop. Premier arbre de transmission. Ce qui est bien chez certaines marques, Volkswagen, Seat, Audi, Cupra, c'est que les transmissions ne sont pas directement dans la boîte. Ça veut dire que tu peux te permettre d'enlever ta transmission sans vidanger la boîte. Là, on va la vidanger, on va remplacer l'huile, mais dans l'idée, quand tu as juste un soufflet de cardan à faire, on sait tous qu'un soufflet de cardan, si on doit enlever la boîte, ça prend beaucoup plus de temps d'enlever le cardan de la boîte parce qu'il faut vidanger. Donc, il faut changer les joints spi, remettre de l'huile dans la boîte. Alors que là, bam, j'enlève mon soufflet, je remets mon soufflet et je remets mon cardan en place sans vidanger. Deuxième petite chose intéressante que toutes les marques ne font pas, et ça je le souligne, c'est qu'on a des petites vis, on a un deuxième pare-bout. On a un pare-bout supérieur et un pare-bout inférieur. Et ben celui-là, tu l'enlèves et tu as accès à ta boîte de vitesse. Alors que sur les autres voitures, tu es obligé d'enlever tout le pare-bout. C'est encore une pièce de plus à enlever qui est contraignante parce que tu as encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et juste, tu as 7 vis sur un demi-pare-bout. Alors imagine que là j'ai 1, 2, 3, allez 4, 5 vis à enlever et le demi-pare-bout, j'ai accès à ma boîte sans trop d'effort. Pourquoi enlever cette partie? Parce que la boîte, quand je vais l'enlever, quand je vais la déboîter, j'aurai la queue de boîte qui sera dans l'embrayage. L'embrayage reste sur le moteur, donc j'ai besoin de place pour sortir ma boîte. Donc elle va forcément venir par ici. Et le pare-bout va me gêner. Et hop, demi-pare-bout. Et là, j'ai accès à ma boîte de vitesse. Ce côté-là, on est bon. Je passe l'autre côté, triangle, cardan. Et puis après, je m'attelle au-dessus de la boîte, faire de la place, la batterie, etc. Et le deuxième. Ce qu'on peut remarquer sur ce type de Seat, ou chez Volkswagen en général, c'est que sur le grand cardan, on n'a pas de palier avec le roulement et donc le tripode. On a directement un seul bras qui est 2 fois plus long que l'autre. Dépose de la batterie, et tant que j'y suis, je vais te poser une colle. Réponds-moi en commentaire. Tu déposes le plus ou le moins d'abord? Je m'explique. Est-ce que quand tu débranches ta batterie, sauf les batteries qui ont des clips rapides, où en général c'est sur le plus. Mais quand tu déposes ta batterie, que tu as 2 cosses de ce type-là, où il faut les desserrer avec une clé, donc en général une clé de 10, tu défais d'abord
ta masse ou ton plus? Réponds-moi en commentaire, ça m'intéresse. Déjà, juste à l'odeur, je peux vous dire que ça sent l'embrayage. Et ça sent l'embrayage fumé. Je pense que ce démontage de boîte de vitesse va être très visuel pour toi, mais très toxique pour moi. Parce que oui, inhaler ce genre de poussière, de disque d'embrayage, c'est de la poussière usée, c'est pas bon pour la santé. Ça, c'est la partie inférieure où se pose la batterie. Et maintenant, ce que je peux voir, c'est que j'ai de la place. Regarde-moi ça. Pour pouvoir démonter la boîte de vitesse, il y a bien sûr tout le tour de boîte à enlever. Là, par exemple, sur ce modèle, on a une tringlerie avec 2 câbles qui permettent d'avoir la sélection de chaque vitesse au levier de vitesse. On a aussi un système de émetteur-récepteur. Donc en gros, quand tu appuies sur ta pédale d'embrayage, tu as un émetteur. C'est une grosse seringue qui va envoyer de la pression dans un circuit, donc la petite durite qui est ici. Et après, la pression va aller pousser un autre piston, le récepteur, qui lui va pousser une fourchette qui, elle, va pousser une butée d'embrayage. C'est un peu long, il y a beaucoup de poussées, il y a beaucoup de trucs qui se poussent entre eux, mais au final, c'est pour juste embrayer et débrayer pour pouvoir passer tes vitesses sans que la boîte craque pour désaccoupler ton moteur de ta boîte de vitesse. C'est clair ou pas? Je sais pas trop. Enfin, c'est pas grave, t'as compris. Donc là, je desserre le récepteur d'embrayage. En tous les cas, sur ce modèle, il ne sert plus à rien vu que l'embrayage est mort. T'as bien vu qu'on pouvait changer de vitesse sans même embrayer. Donc je place mes vis pour le repérer. Le soufflet il s'est un peu barré. Hop, on va le remettre en place. Mais sinon, il n'est pas abîmé. Le récepteur il fuit pas. Deuxième élément super important à retirer, les câbles de tringlerie de boîte. Ces câbles, ils sont reliés de la boîte de vitesse à ton levier de vitesse. C'est eux qui te permettent de bouger, de changer de vitesse grâce au pommeau de vitesse. Pour le coup, là-dessus, le support de câble, il est en plastique. Et pour éviter, lors de la manipulation de la boîte, quand je vais la déposer, de les endommager, je retire carrément le support. Il y a 3 vis. Vaut mieux prendre 5 minutes de plus à retirer 3 vis plutôt que de laisser le support pour qu'au final, il se fêle ou il se casse. Et dans tous les cas, on serait obligé de la remplacer. Quand je fais une boîte de vitesse, je démonte pas entièrement le démarreur. Je démonte juste les fixations qui sont sur la boîte et après je l'accroche dans un coin, mais je retire pas le plus et je retire pas le plus excitation non plus, c'est pas forcément utile. Tant que je suis en haut, je vais enlever les 2-3 vis de tour de boîte. En général, quand on arrive au tour de boîte, c'est qu'on est à la fin du chantier, enfin à la fin de la dépose. Le tour de boîte, c'est toutes les vis qui maintiennent la boîte contre le moteur. Et on appelle ça tour de boîte parce que tout simplement, il y a des vis tout le tour. Pire que sur une protection inférieure de plaque. Donc là, je repère bien toutes mes vis parce qu'elles sont pas forcément de la même taille. Il y en a des beaucoup plus grandes que d'autres. En général, c'est le même diamètre, mais c'est pas forcément la même taille. Hop, alors là, ça c'est enlevé, ça c'est enlevé. Démarreur, il est enlevé à moitié. La deuxième vis elle est en dessous, donc je vais l'attaquer tout de suite. Et ben on est pas mal. Je lève la voiture, j'enlève les 2-3 vis qui restent en dessous, et puis après il est l'heure de descendre la boîte. Descendre la boîte de vitesse, c'est une grosse intervention. On enlève quand même la moitié du bloc moteur boîte. Donc c'est une grosse pièce, bien lourde. Faut y prendre soin, forcément en la déposant, faut pas l'arracher dans tous les sens parce qu'il y a des capteurs, il y a la tringlerie, il y a tout un tas de choses. Et surtout, bien repérer comment on la retire, parce que quand il n'y a pas énormément de place, ça peut être un labyrinthe là-dedans. En dessous, on a un deuxième capteur sur la boîte de vitesse et la deuxième partie du démarreur. Hop, ça c'est une vis de démarreur. C'est gros, c'est grand plutôt. Et là, ce qu'on peut voir en dessous, c'est qu'on a des vis de tour de boîte qui sont avec une tête plus fine. C'est du 16 au lieu d'être du 18 en haut. Donc j'en laisse une en sécurité pour le moment. J'enlève mon support inférieur. Là on est bon. Le démarreur il est là. Ouf. Là, ce que je peux voir c'est qu'il y a vraiment de la poussière et de la... Oh, il y a des morceaux d'embrayage partout. Des petits fils comme ça, c'est de la garniture d'embrayage. Hop, bon, démarreur c'est ok. Je le mets là-haut, pas qu'il me gêne en bas. Là, on est bon. Là, il y a ma petite sécurité. Et ici, j'en ai encore 2. Donc là, je commence à voir la boîte qui se décale. Donc là, il reste une chose importante sans quoi je ne pourrais pas retirer la boîte. C'est le support moteur de boîte qui est juste au-dessus. Donc je prends l'escabeau.
La boîte de vitesse. Bon, elle a l'air en bon état, elle est un peu crade forcément. Il y a plein de moumoutes comme ça. Bah, c'est le disque d'embrayage qu'on va bientôt aller voir après. La butée n'est pas explosée. Le guide de butée qui est juste derrière, qui permet de guider la butée bien droite et bien dans son axe, il n'est pas abîmé, il est graissé, très important, et il coulisse bien. Donc on est bien pour moi sur un problème de disque d'embrayage qui s'est usé prématurément. Là on voit bien, là ça nous a fait une traînée de poussière de disque. Voilà, c'est vraiment de la fibre de garniture de disque d'embrayage. Bon, la cloche d'embrayage elle est bonne. Le pont, le différentiel, il a pas un jeu, nickel. Et là nous avons notre sélecteur de vitesse. Tout est nickel. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et marche arrière. Tout passe bien, c'est nickel. Bon là quand même, je vois sur le guide de butée, il y a 2 petites marques. C'est un maintien pour que la butée ne sorte pas du guide. On pourrait croire que le guide de butée, il est endommagé, mais pas du tout. C'est juste pour que la butée ne sorte pas. Enfin, ait du mal à sortir du moins. Dans tous les cas, je vais remplacer la fourchette, la butée, l'embrayage et le guide de butée. C'est quand même un véhicule en bon état. Et on va pas se mentir, même s'il a 150 000 km, j'ai quand même vu des véhicules à ce kilométrage-là, voire moins, beaucoup plus détériorés. Donc, une butée, une fourchette qui est bien graissée aussi. Le guide de butée, je vais pas le remplacer tout de suite. Je vais pas le démonter tout de suite. Je vais déjà nettoyer pour éviter que les impuretés aillent dans la boîte de vitesse. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Je vais pouvoir enlever mes 2 vis de guide de butée. Et pour le coup, là, tu vois, il n'est pas si abîmé que ça. Oh, il était un petit peu marqué là quand même. Mais ça va. Bon, on le remplace quand même par acquis de conscience. Et après, on va voir notre embrayage. Donc là, je graisse bien, je graisse les cannures aussi, mais très gentiment. Vraiment, un léger voile, léger, pas trop. Pourquoi? Pour que l'embrayage coulisse, mais ne soit pas bloqué. Si je mets de la graisse comme j'ai mis sur le guide de butée, le disque d'embrayage qui va sur ces cannures-là ne va pas pouvoir coulisser sur son axe. Donc ce qui fait que quand tu vas débrayer, donc tu vas appuyer sur ta pédale d'embrayage, le disque d'embrayage ne va pas coulisser et donc va rester collé soit au diaphragme, soit au volant moteur. Ce qui va faire que quand tu vas changer ta vitesse, le disque d'embrayage, donc ta boîte de vitesse, va continuer de tourner plus ou moins avec une accroche par rapport à ton moteur. Donc tu vas craquer, tu vas sentir que la boîte elle craque. Donc bien faire attention à graisser mais pas trop. Le clip, lui, va permettre à la fourchette d'être maintenue contre le pipion que je viens de graisser. Comme ça, il sortira pas de son axe. Sur la butée, c'est pareil, je mets bien de la graisse tout autour de l'autre côté, côté boîte, à l'intérieur. Et je clipse le tout sur ma fourchette. Hop. Et là, on voit bien, ça coulisse super bien. Bon, boîte de vitesse, on est bon. On va quand même aller voir notre embrayage, qui est quand même la pièce principale de notre panne. Hop, alors... Wouhou! Alors, oula! Bah déjà de ce côté-là, il est tout lisse. Normalement, il y a une garniture plus épaisse et donc on a des rainures. Et là, il y a vraiment plus rien. On voit les rivets qui sont à ras. Et de l'autre côté, oula! Ouf! Il y a même plus de garniture. Là, on voit les rivets. Ce que je peux voir aussi, c'est un peu de fibre qui reste sur place. Mais toute la garniture, la poussière qu'on avait un peu partout, elle est plus là. Il n'y a plus rien. Donc là, on a bien un embrayage qui est HS. Niveau diaphragme, oh bah alors là, il a chauffé, il a surchauffé même. Il est même fêlé à cet endroit-là. Ici aussi, il est tout rayé forcément. Les rivets qui sont ici ont frotté. Et donc, ce qui a fait que ça a surchauffé, ça a creusé l'alliage. On sent bien là qu'il y a un creux dans le diaphragme. Alors certes, on a un embrayage qui est vraiment éclaté de ce côté-là. Mais il n'est pas beaucoup mieux ici. Hein. J'ai peur que la portée de frottement du volant moteur est chauffée et soit peut-être déformée. Bon là, il est pas très... Oh, il est tout bleu. Je vais le démonter pour y voir un peu plus clair sur l'établi. Hop là. Le volant, dans quel état il est? Oh, il est pas beau. Il est tout bleu, donc il a chauffé. Oh, il est creusé. Au niveau des rivets, les rivets, ils ont frotté contre la ferraille
du volant moteur et ça l'a creusé. Là, je sens qu'il y a un petit creux ici et tout le long. Ah ouais, donc il est mort. Ah bah de toute façon, il est fêlé ici, là. Là, il y a 2-3 fissures. Oh là là. Là, il est rayé. Bon, du coup, embrayage à remplacer et volant moteur. Et pour le coup, c'est pas un bimas, donc ça coûte beaucoup moins cher. Je vais appeler Max aux pièces, ils vont me commander un kit complet. En attendant, je te montre comment fonctionne un embrayage. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment fonctionne un embrayage. L'embrayage est l'organe qui permet de transmettre ou non la puissance du moteur à la boîte de vitesse et donc aux roues. Sans lui, on ne pourrait ni démarrer, ni changer de vitesse, ni s'arrêter sans caler. Un kit embrayage est composé de plusieurs éléments. Le disque d'embrayage, il est placé entre le volant moteur et le mécanisme d'embrayage. Il est composé d'un disque en ferraille et de garnitures comme un peu les plaquettes de frein. Sur certains disques d'embrayage, on a des petits ressorts. C'est l'amortisseur de torsion qui permet d'absorber les chocs au moment de relâcher la pédale d'embrayage. Deuxième élément, le mécanisme d'embrayage. Quand on appuie sur la pédale d'embrayage, la butée appuie sur cette partie-là qui relâche la pression du disque d'embrayage. Je m'explique. Nous avons le mécanisme, le volant moteur et l'embrayage. Quand la pédale d'embrayage est relâchée, le volant moteur, le disque et le mécanisme forment qu'une pièce. Quand on appuie sur la pédale, le diaphragme s'enfonce dans le mécanisme et relâche la pression au niveau du disque. Ce qui permet d'avoir un moteur et une boîte de vitesse qui ne sont plus liés. C'est pour ça que quand tu appuies sur ta pédale d'embrayage, il faut libérer la puissance du moteur sur le disque pour ne plus avoir de couple dans la boîte. À ce moment-là, ton disque d'embrayage tourne librement, ce qui te permet de pouvoir changer de vitesse. Troisième élément très important, la butée d'embrayage. C'est elle qui appuie sur le diaphragme quand tu appuies sur la pédale. Elle est située dans la queue de boîte et afin d'éviter une usure prématurée de la butée, il y a un roulement qui permet la rotation du diaphragme. En gros, si tu as bien compris, quand tu appuies sur la pédale, la butée appuie sur le diaphragme qui lui libère le disque d'embrayage. En libérant ce disque d'embrayage, le moteur n'est plus lié directement à la boîte de vitesse. Donc tu peux changer ta vitesse. Quand tu relâches ta pédale d'embrayage, tu as le point de patinage. C'est le moment où le disque d'embrayage va s'agripper au volant moteur et au diaphragme, ce qui va te permettre d'entraîner ta boîte de vitesse et donc tes roues et donc d'avancer. Pour conclure, l'embrayage est indispensable quand tu as une boîte de vitesse manuelle. Dis-moi en commentaire si tu connaissais le fonctionnement du disque d'embrayage et de tous ses composants. Et en attendant, moi je vais remonter l'embrayage et le volant moteur neuf sur la Léon. Maintenant que tu sais comment fonctionne un embrayage, on va checker derrière le volant moteur pour voir s'il n'y a pas de fuite, etc. Si tout est en place, tout est nickel. Derrière le volant moteur, on a le vilebrequin directement et un joint spi. Là on voit bien tout est sec, donc c'est nickel. Et ce que je peux voir sur ce type de moteur, c'est que le capteur PMH est sur une espèce de flasque qui est directement mis sur le bloc moteur. Et au milieu, sur la partie du vilebrequin, on a une couronne. Cette couronne avec plein de petites dents. Donc le capteur capte ces dents. Et là, tu vois ici, on a des dents qui sont supprimées. On a 2 dents en moins. Une partie où c'est vraiment plat. Et cette partie-là, quand elle est en face du capteur, ça veut dire que le premier cylindre du moteur est au point mort haut. C'est-à-dire le piston est au point le plus haut dans le cylindre. Et c'est grâce à ce capteur que le véhicule peut démarrer. Pourquoi? Parce que quand le capteur capte le cylindre 1 au point mort haut, il envoie l'information au calculateur qui lui peut gérer l'étincelle de la bougie et bien sûr l'ouverture de l'injecteur pour avoir l'essence qui arrive au bon moment. Bon là on est nickel, je vais remonter mes pièces, volant moteur, embrayage, je remets la boîte de vitesse et puis après on essaye cette belle Seat Leon sur la route. J'ai reçu un bel embrayage tout neuf avec un disque. Franchement, ça change, non? Rien à voir. Je vais le reposer, mais avant, il faut le contrôler. Contrôler si c'est le bon diamètre donc du disque. Je les mets côte à côte. Nickel. Le bon diaphragme avec les bons emplacements des vis. Hop, parfait. Là, c'est une surface toute plate. Et là, je rappelle, on était creusé, même fêlé à plusieurs endroits. C'est ouf. Franchement, le diaphragme et le disque, parce qu'il n'y a pas que le diaphragme, mais il y a le disque aussi, c'est incroyable. Il est arraché. Arraché. Puis ça a une odeur. Ça pue. Donc, disque et diaphragme, on est bon. Volant moteur, j'ai déjà vérifié, on est bon. Donc, il ne reste plus qu'à le reposer.
Allez, c'est parti. Le centrage d'un embrayage est très important. Qu'est-ce que j'appelle centrage? En fait, je vais placer mon disque d'embrayage sur le volomoteur et mon diaphragme. Seulement, je peux pas le mettre n'importe comment. Pourquoi? Parce que tu vois, il y a un peu de jeu. Si je ne suis pas bien centré, quand je vais réinsérer ma boîte, la queue de boîte va pas tomber pile poil dans les cannelures du disque d'embrayage. Donc, problème, ça va forcer sur la queue de boîte. Je vais avoir du mal à rentrer la queue. Je vais même pas la rentrer du tout. Elle va forcer sur le côté de l'embrayage. Donc ça, c'est pas viable. Donc là, ce qu'il faut, c'est centrer l'embrayage par rapport au volomoteur et au diaphragme. Comment je fais? Soit il existe des centreurs. Ceux-là, ils sont vieux de la vieille. Ça, c'était l'époque où je faisais des Citroën, donc ça remonte à plus de 20 ans. On met directement le centreur dans l'embrayage et lui va se placer directement dans le volomoteur. Et quand il va se placer, il va nous centrer le disque d'embrayage. Deuxième solution, parce que là le centreur est légèrement plus petit que le diamètre des cannelures du disque et le diamètre intérieur du volomoteur, je place mon disque, je place mon diaphragme, je mets mes vis sans trop les serrer. Juste, je les rapproche et après je fais en sorte que mon disque d'embrayage qui est à l'intérieur soit bien centré par rapport aux ailettes du diaphragme. Une fois qu'on est bien centré, je peux serrer et normalement, jusqu'ici ça fait plus de 15 ans que je fais comme ça et à chaque fois, ma queue de boîte, donc ma boîte de vitesse, rentre bien dans mon embrayage et c'est nickel. Alors là, il va falloir faire un peu de gym. Hop, je mets mes vis. Donc là, je les serre pas, juste je les rapproche au maximum. Mon disque, il est bridé mais pas trop. Et là maintenant, je me mets bien en face. Je serre un petit peu plus. Je regarde si je suis bien encore. Parfait. Et maintenant, je peux serrer. Je serre en croix pour la simple et bonne raison, c'est que le diaphragme, quand il se serre, il va appuyer sur le disque d'embrayage et donc il va se rétracter. Donc pour éviter qu'une vis force trop à rétracter tout d'un côté d'un coup, je serre en croix, comme ça le diaphragme petit à petit va se rétracter. Et voilà, donc là, volant moteur on est bon, disque d'embrayage et diaphragme on est bon. Mettre la butée, le guide de boîte, bien tout nettoyer et la fourchette surtout, à ne pas oublier. Je te vois derrière ton écran. Hop là. Alors, réponse à ma question de tout à l'heure. Quel pôle positif ou négatif tu démontes en premier sur un véhicule? Sauf bien sûr sur les véhicules à prise rapide comme PSA par exemple, où on a juste une languette à lever et ça en retire le plus. Là, clairement, on retire le moins, la masse. Pourquoi? Quand tu prends ta clé, tu le mets sur l'écrou de ta crosse et tu tournes. Et puis au bout d'un moment, hop, tu vas toucher la masse, tu vas toucher la carrosserie. En touchant la carrosserie, si tu fais le plus d'abord, ton circuit est fermé. C'est-à-dire que ta batterie donne toujours du courant vu qu'il y a le plus et le moins qui sont branchés. Donc tu vas faire un court-circuit, tu vas faire des étincelles. Et en faisant des étincelles, ce beau petit boîtier-là, il risque de cramer. Ce boîtier-là, c'est le calculateur moteur et ça vaut 2-3 000 €. Donc on retire le moins d'abord parce que forcément quand on dessert, même si on touche la masse, masse plus masse, ça fait rien. Et une fois que la masse, la cosse est enlevée de la batterie, on peut retirer le plus en toute sécurité. Pour reposer la batterie, c'est l'inverse. On remet d'abord le plus, on le serre, parce que si on touche la masse, vu que la cosse n'est pas mise de l'autre côté, pas d'incidence. Et une fois que c'est serré, on met la masse sur le plot de la batterie et on peut resserrer. Et là, si on touche la carrosserie, pas d'impact puisque c'est masse-masse. Je vais regarder tous les commentaires et je vais regarder aussi ceux qui trichent et qui m'envoient des commentaires après, à la fin de la vidéo. Là, je suis sur le cul, il y a quand même moins d'1 litre d'huile dans la boîte. Donc, je vais vérifier la contenance chez le constructeur. Mais a priori,
Moi, pour moi, là-dedans, il y a au moins 2 litres, 2 litres 2, je pense. Je vais le voir de toute façon quand je vais remettre. Il y a un bouchon par débordement, donc je vais bien voir si vraiment il manquait d'huile ou pas. Et par contre, l'huile, elle a bien 150 000 pour le coup. Elle est bien noire. Bon, j'ai ma seringue qui vient de me lâcher. Du coup, j'ai fait une petite bidouille, un bidon. J'ai mis 1 litre d'huile de boîte avec un tuyau et hop, directement dedans. Un petit trou sur le dessus pour la prise d'air. J'appuie. Et là, on va voir si vraiment il y a plus d'1 litre d'huile ou pas. Effectivement. Donc là, l'huile est au niveau du trou, donc on est bien par débordement. J'ai mis 1 litre 5. Approximativement 1 litre 5. Normalement, dans ce type de boîte, on a 2 litres 2. De mémoire, c'était ça. Donc j'ai appelé Seat pour savoir un petit peu s'ils avaient des boîtes de vitesse, si je remplissais bien par le bon trou, parce qu'on ne sait jamais. Donc là, on est bon, je me suis pas trompé. Ensuite, il m'a bien spécifié qu'il y avait des boîtes qui étaient à 2 litres 2 et d'autres à 1 litre 5. Donc bon, au moins j'ai vérifié, au moins je suis sûr de moi et je suis sûr que le client, il va pas casser sa boîte parce que j'ai pas mis assez d'huile. Donc ça, on est bon. Là, je pense qu'on est pas mal. Il reste plus qu'à faire un bon essai. Donc, on va déjà, avant d'aller faire un essai routier, un petit essai statique, voir si toutes les vitesses passent, si l'embrayage appuie bien, et puis si tout fonctionne convenablement sur place. Allez, viens. Alors, déjà, à l'arrêt, toute la tringlerie est bien remise. Les vitesses passent bien. Marche arrière, hop, contact. J'appuie sur l'embrayage. Oh, il est tout souple. Ça démarre. Alors j'appuie sur le frein pour être sûr que les roues ne tournent pas. Première. Et là on sent l'embrayage qui patine. Donc c'est normal parce que j'enlève pas totalement le pied dans l'embrayage. Et là j'ai les roues qui tournent. Je mets une deuxième, je relève tranquillement et j'ai les roues qui tournent. Donc on est bon. Allez, je finis de remonter la plaque en dessous et puis je vais faire un bon essai routier. Premier essai avec cette magnifique Seat Leon. Déjà, elle avance, c'est déjà pas mal, chose qu'elle ne faisait pas avant. Je peux voir que les vitesses passent super bien. Je suis en 5e. Ça accroche bien, rien à dire. 6e, je pense que Dorian va être content de retrouver son véhicule, surtout avec un embrayage neuf, mais surtout avec un volant moteur neuf. Là, pour le coup, c'était impossible de lui remettre celui-là. Il était vraiment trop endommagé. Il était creusé, la surface était pas plane. Et les conséquences qu'il y aurait eu, tout simplement, un embrayage neuf qui se détériore 2 fois plus vite. Pied au plancher pour voir si elle patine. Elle patine pas. Elle avance bien, elle tire, elle monte dans les tours. Tranquillement, on est à 2000-2500 tours. Donc l'embrayage, on est bon. Je vais appeler directement Dorian pour qu'il puisse venir récupérer sa voiture. Et puis on va voir la réaction qu'il va avoir. Parce que je suis toujours dans le doute de savoir est-ce que, oui ou non, il est au courant. Les messages et les conversations qu'on a me font dire qu'il n'est pas au courant. Il vient d'une autre personne, donc bon, voilà. De toute façon, on le verra dans quelques minutes quand il va voir la facture et qu'il va voir le 0 €. C'est là où on va pouvoir voir réellement s'il était au courant ou pas. Et il va pas nous la faire à l'envers s'il l'était. Dorian, salut. Tu vas bien? Ça va et toi? Bah ouais, tranquillement. Alors? Bah écoute, enfin elle est là. Depuis le temps que je l'attendais, ça y est. Bon, ça a été vite. Oui, non mais depuis le temps avant déjà. Ah oui, Ouais. ça fait, pour rappel, ça faisait plus d'1 mois qu'elle était en panne. Exactement. T'es pas prêt à ce qui s'est passé? Ouais, à ce point-là? Ne t'y pas prêt. Et je vais t'expliquer tout ça dans la voiture. Je te laisse prendre le volant, puis on va faire un petit tour. Ok, alors là j'ai commencé à m'inquiéter, je me suis dit qu'est-ce qu'il y a de plus? Étant donné qu'en plus de ça j'ai vu avec le pompier déjà en 3 à 4 fois. C'est pas évident. Puis maintenant, il faut bientôt que je paye en 10 fois, enfin ça va être compliqué quoi. Je lui dis que sa voiture, il y a eu quelques frais supplémentaires. Et là, je vois sur son visage, il le montre pas forcément, mais je vois sur son visage la petite inquiétude. Je lui dis, oh, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, etc. Alors, première impression? Bah elle roule. Tu sens une différence entre maintenant et avant qu'elle tombe en panne? Je sais pas trop, je dirais peut-être la pédale, mais est-ce que c'est parce que j'ai l'habitude de la voiture? C'est-à-dire? Elle est beaucoup plus fluide. Ouais. Carrément. C'est un des symptômes d'un embrayage usé ou défaillant. C'est la pédale qui durcit ou alors le patinage aussi.
Le fait qu'elle commence à patiner quand tu te mets par exemple en 4e ou en 5e, pied au plancher, c'est un peu la panne que t'as eu. Du coup, l'accélère. Ah bah là, y a pas de problème. Ah, tu peux y aller, ça accroche. Hein. Je commence à passer les vitesses, forcément le moteur, il fonctionne normalement, j'ai envie de dire. Et c'est super agréable de conduire avec une voiture qui peut enfin rouler comme ça, quoi. Bon, moi j'ai quelque chose à te dire. Parce que tu m'as dit que t'es arrivé et que tu t'es mis sur le côté directement. Ah, le discours il change là. T'as un petit peu forcé quand même, je pense. En fait, j'ai dû forcer un petit peu dans le sens où j'étais quand même sur la voie rapide. Avant de trouver quand même le parking, il n'y avait rien entre guillemets. D'accord. Forcément, j'ai dû un petit peu, malheureusement, la pousser un peu avant de... Bah, t'as vu t'as vu ça? Juste en démontant. J'ai pu voir que ça avait bien forcé. Ouais, j'ai pas le choix. Ouais. Bon, je te confirme, c'est un volant moteur simple. Ok, c'est pas un bimas. Du coup. C'est pas un bimas. Par contre, il est mort. Il est bleu et t'as réussi quand même en forçant à fissurer le volant moteur. Ah oui. Ouais. L'embrayage, bon, je t'en parle pas, il est inexistant. Et le diaphragme, donc la deuxième partie de l'embrayage, celle qui tient le disque, pareil, elle est fêlée, mais de part et d'autre, sur bien 2-3 cm. Donc du coup, volant moteur neuf, voilà, pas trop le choix. Oui, bah après, pas le choix. Franchement, là, je commence un petit peu à avoir peur aussi parce que je me dis, la facture, si elle est plus haute que ce que j'espérais, comment je vais faire pour payer, quoi. Mais bon, pour info, alors je ne crache sur aucun garage, d'accord, mais 1700 € pour ce type de moteur et ce type de boîte, c'est un petit peu abusé. Alors je rappelle, 1700 € que l'embrayage, pas de volant moteur. Hein. Mais je pars du principe que quand on a l'expérience d'avoir des embrayages beaucoup plus compliqués à faire, celui-là... Parce que s'il faut se dire, sur un devis, en tout cas moi c'est le cas, quand je mets un nombre d'heures, c'est souvent par rapport au barème temps. Si je mets moins de temps, j'ai gagné de l'argent sur le temps barémé. Mais si j'ai mis beaucoup plus de temps, comme parfois ça m'arrive, là je perds et puis c'est pour ma pomme. Bon, du coup, je te propose de te mettre un peu plus loin là-bas, de te garer et puis on va finaliser. Je vais te rendre ta voiture et puis surtout te donner ta facture. Parce que du coup, il y a un volant moteur en plus. Oui, du coup. Donc bon, de toute façon, on avait parlé de 3-4 fois sans frais, donc oui, bien sûr. Ça passe. Il n'y a pas de problème. Je le vois dans le coin de l'œil, je le vois, et j'essaye de voir, de le titiller un peu avec le 4 fois, le 3-4 fois sans frais, le fait de trouver une solution parce que la facture forcément elle a grossi, etc. Il laisse pas sortir d'émotion dans le sens où ouais t'inquiète mon gars, je sais ce que tu vas me faire comme facture à la fin. Donc pour moi, il est pas au courant et c'est une bonne chose parce qu'on va avoir une belle réaction du coup au niveau du 0 €. Aujourd'hui, c'est compliqué pour tout le monde, mais je me ressens encore plus dans ce cas-là parce que j'ai du mal à mettre un petit peu d'argent de côté. Je viens de commencer la micro-entreprise. En vrai, c'est vraiment galère. Donc franchement, j'ai pas de solution. Je suis vraiment au pied du mur, quoi. Donc ouais, j'espère que la facture sera pas trop importante. Sur cette belle Seat Leon, il y a eu un volant moteur à 550 €, un kit embrayage à 351 €, 6 heures de main d'œuvre à 414 € et de l'huile pour la boîte de vitesse 29 €, pour un total de 1344 €. Hop. Alors, ressenti de ton premier passage dans cette belle voiture après réparation? Écoute, franchement, ça roule super bien. C'est ce que j'attendais, donc en vrai, ça fait du bien de pouvoir la reconduire en tout cas. Et là, tu vas pouvoir repartir sur de bonnes bases. C'est ça. Même si c'est une panne, c'est quand même une pièce d'usure. La garniture de frein, ça s'use. Là, la garniture d'embrayage, elle s'use aussi. Donc avec le temps, avec les patinages et tout, forcément, la garniture diminue. Et puis au bout d'un moment, il n'y en a plus assez pour être entre le volant moteur et le diaphragme. Donc c'est quand même une pièce d'usure quelque part. Du coup, volant moteur remplacé, kit embrayage complet, c'est-à-dire disque d'embrayage, diaphragme, butée et la fourchette avec. Et en plus, le guide de butée. C'est la partie au fond de ta boîte de vitesse où se place la butée, qu'elle coulisse bien. Et puis aussi l'huile de boîte. L'huile de boîte qui à mon avis avait 150 000 km. C'est bonne affaire. Je pense, ouais, parce qu'elle était bien noire. J'ai ta petite facture. Yes. Donc là-dessus, je t'ai mis tout ce que j'ai fait. Je t'ai juste rajouté, bien sûr, le volant moteur, forcément. Le volant, il vaut à peu près 300 et quelques euros. Okay. Ça va, 300, un peu plus de 320 ou 330 €. Donc ça va. Comme à mon habitude, j'aime bien dérouler le petit parchemin de la facture, tout doucement, tout doucement. Il voit que des gros chiffres, donc à mon avis, dans sa tête, ça doit être chamboulé partout. Je commence à avoir des 200, des 300 €. Je suis en train de me dire, oula, la facture va monter jusqu'à combien? Et puis après, le montant de ta facture. C'est quoi cette blague? C'est pas une blague. C'est quoi du coup? Et je vois 0 €. Je suis en train de me dire, c'est une blague, c'est pas possible. Enfin, clairement, je viens ici pour réparer ma voiture. On m'offre carrément la facture, quoi. Je suis en train de voir à la fin les 0 €. Je me dis, mais
comment c'est possible. T'étais pas du tout au courant? Ah non, non, pas du tout. Clairement, l'émission que je fais donc c'est sur YouTube, je suppose que t'en as jamais vu. Pour du coup, c'est pas bien. Du coup, je te félicite pas, mais ça m'arrange aujourd'hui parce que pour le coup, il y a une facture à 0 €. L'émission est là pour aider les gens qui en ont besoin. Les gens travaillent chaque jour, échangent du temps de vie. Et quel temps de vie, parce que c'est quand même plus de 5 jours par semaine en général, contre un peu d'argent. Et cet argent ne suffit pas à subvenir à tout ce qu'il faut dans le mois. Tout augmente en fait, les carburants, les assurances, la bouffe. Tout augmente. Ouais, et du coup, les réparations, après, on n'arrive pas forcément à les faire. Et quand tu m'as dit que tu avais du mal, tu commences ta micro-entreprise, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, mais non, tu vois, il faut le temps de faire sa clientèle, c'est le début. Donc, se mettre à son compte aujourd'hui, c'est pas de tout repos. Et je te félicite parce que c'est un beau projet que t'as, de coacher, d'aider. Tu vois, toi aussi, tu aides quelqu'un à faire du sport, à maigrir ou à arrêter de fumer, enfin plein de choses. Ouais. Donc c'est un beau projet et pour ça je te félicite. Et donc 0 € tout simplement pour aider. Donc j'ai des partenaires, je suis pas tout seul, des partenaires, mon fournisseur de pièces, Maxo Pièces, que je remercie d'ailleurs, et Craftwork, mon fournisseur d'outillage, qui sont dans l'aventure et qui font en sorte que tout ça c'est possible, d'avoir des pièces et de la main d'œuvre et puis des factures à 0 € à la fin. Et là pour le coup, je trouve que c'est une bonne cause, une personne qui ouvre sa boîte et qui veut démarrer, qui veut se lancer, et une grosse panne comme ça, c'est jamais bon, surtout quand on a besoin de son véhicule pour se déplacer, pour aller chez les clients, etc. C'est pour ça que je t'ai pas appelé pour le volant moteur, parce que j'ai bien vu dans la voiture tout à l'heure, elle me dit attends, tu m'as rajouté le volant moteur, mais tu m'as pas appelé, comment je vais faire pour... c'est compliqué, voilà. Tout ça. Ouais. Et puis en fait, voilà pourquoi je t'ai pas appelé, parce que tout simplement, c'est offert quoi. C'est une belle surprise, c'est les montagnes russes quoi. Je m'attendais vraiment à un prix élevé et pour le coup là je suis à 0. Émotionnellement, j'ai envie de dire, j'ai beaucoup ressenti de choses qui se sont pas forcément vues. Je me sentais vachement gêné parce que c'est un cadeau un peu qu'on m'offre aujourd'hui et je me suis aussi dit pourquoi moi en fait et pas quelqu'un d'autre. Franchement, avoir la chance de rien avoir à payer en vrai c'est fou, c'est fou. Tu sais que j'accepte mais je suis un peu gêné. Hein. Pourquoi? Je sais pas, c'est... Ouais c'est... Un peu gêné. Mais c'est gentil. Tu repars avec tes patates du coup et tu pourras manger autre chose à la fin du mois. Quoique, attends, j'ai oublié de te parler de quelque chose quand même. Parce que j'ai vu un truc, ça m'a un peu choqué. Y a rien qui te chagrine sur ta voiture? Sur ma voiture? Ouais. Tu vas me faire le plaisir de filer au garage et de me faire ses pneus. Ah, les pneus, ouais. T'as vu la bordure là? Ouais. Ah ouais. Ah ouais, ils sont prêts à exploser. Regarde celui-là, il va te faire une hernie dans pas longtemps, ça se voit là, il commence à gonfler. Je m'en rappelle même pas en vrai. Non mais fais-les parce que ça peut être non, mais là, oui. Ça peut exploser et puis ça serait con de la foutre dans le mur. Puis des freins aussi, les plaquettes et les disques avant, ils sont à la limite. Je te laisse repartir avec ta belle Seat Leon. Avant qu'on se quitte. Ouais. J'ai un petit défi à te proposer. Ouais. Comme tout coach qui se respecte, je suis obligé de te proposer quelque chose. Vas-y, dis-moi. Et tu l'as accepté, tu vois. Vas-y. Sans indiscrétion, tu as quel âge? 36. 36? Ok. Et tu connais le mouvement de squat? Non. Le squat, en gros, t'es ici et puis tu travailles les jambes. Ouais, ok, ouais. Tu vas faire 36 squats le plus rapidement possible. Là, tout de suite? Là, maintenant, tout de suite. Pour le coup, je suis pas forcément très sportif. Je cours partout, mais pas courir en mode jogging, courir en mode les clients, la mécanique, les émissions, etc. Tu mets un chrono. Oh là là! Ça, on va pouvoir parier sur le chrono. À ton avis, en combien de temps tu les fais? Oh, je sais pas, 36, mais faut descendre jusqu'où, comme ça, c'est tout? Ouais, alors attention à tes pieds. Vraiment que tu fasses sur les talons. Quand tu descends, faut limite que tu apprennes de pièces, là, tu vois. Et tu remontes. Ah ouais? Juste ça. Comme ça, tac. Ouais, parfait. Et les mains en avant? Les mains en avant, comme tu veux. Ok. 36. Ouais. Pourquoi 36? T'as 36 ans. Ah, oh merde! Non, j'ai 20 ans, tu sais pas. Heureusement que j'ai pas dit 40. Allez, go! 2, 3, 4, 5, 6. Et là, on voit que c'est compliqué quand même. Hein. C'est un petit peu compliqué. Mais franchement, pour un mécano, il se donne. Franchement, c'est pas mal. 21, il descend bien en plus. 22, 23, 24, 25, 26, 27. Dès le matin, comme ça tire sur les jambes quand même. J'ai mal, je crois que je vais être courbaturé pendant 3 jours. 32, 33, 34, 35 et 36. Ok. Bien joué. 35 secondes. Et 15 centièmes. Putain! Moins d'une seconde pour faire un squat, c'est énorme. Franchement, c'est plutôt pas mal. Donc ouais, il en a sous le capot. Hein. Bon, je te laisse repartir avant que tu aies autre chose à faire. À bientôt et puis prends soin de ta voiture. Ouais, ça marche. Et surtout, fais-moi les pneus et les freins. Encore merci à toi.
Merci, bon courage. Je remercie tout le monde, je remercie Seb, je remercie aussi ses partenaires. Pour le coup, je connaissais pas du tout l'émission, donc du coup, je vais un petit peu plus regarder et me renseigner un petit peu pour voir qu'est-ce qui peut se passer d'ailleurs sur une voiture, ça peut être super intéressant. Donc franchement, encore merci à vous. Un nouvel épisode qui se termine, lesdingueriesdunord.com. N'oublie pas cette adresse si tu veux ton t-shirt. On est sur la dernière ligne droite pour avoir ce beau t-shirt et tenter de remporter une magnifique servante Craftwork. N'oublie pas de t'abonner, TikTok, Instagram, Facebook et YouTube. Il y a une petite fonction boost, ça coûte rien et ça fait plaisir et ça fait monter la chaîne. Alors n'hésite pas de cliquer dessus. N'hésite pas à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir et puis plaisir aux gens de voir comment fonctionne un embrayage qui est une pièce quand même maîtresse de la voiture. La semaine prochaine, gros épisode des dingueries du cœur. Vous allez kiffer. Rendez-vous dimanche prochain 10h10. En attendant, porte-toi bien. À bientôt. Ciao, ciao. Je suis très content. Mais je suis très content. Dans le sein de la paix et employons l'instant de notre existence à bénir Culture. également. C'est pas la dernière radio plus ça. Troisième élément. C'est pas grave si on dit un peu comme ça, on est dans le Nord. C'est bien dit. Troisième élément. Ah, l'élément. Ah ouais. Toi, tu viens du Nord, toi. T'as plus l'accent que moi alors. Ouais, je sais. Et en attendant, je te montre comment fonctionne un embrayage. Pourquoi aller plus difficilement que simplement de l'embrayage? C'est un petit plat. Ah ouais, j'ai toujours rêvé de le faire. IPV Seat Leon. C'est quoi, fille? Bah.